Je suis plutôt partisan de ne rien chercher à produire autre que la présence. La présence contient absolument tout. Elle contient la paix, la gratitude, l'amour, la joie, la bienveillance, l'omniscience, l'unité. Elle contient absolument tout. Donc je n'ai pas besoin de créer des choses que j'ai expérimentées en conséquence de cette présence, sauf si je sens vraiment que j'ouvre simplement la porte qui fait revenir la gratitude. Mais je dois être disponible à ce que la gratitude ne se présente pas et que ce soit autre chose. Témoignage sur le désir d'être et l'acceptation, suite du témoignage de X, le quatrième, je crois, mais enfin à peu près parce que je les regroupe en général. Il est très prolifique. Donc, comment se produit le fruit d'une évolution intérieure, le fruit du travail d'éveil intérieur, et quels sont les pièges à éviter? Et ces pièges, même si on les donne, même si on les montre, même si on les indique, en général, on reste souvent focalisé sur la représentation que nous avons de nous-mêmes, l'impression que nous évoluons, alors qu'en réalité, nous évoluons par ailleurs, mais nous continuons en même temps d'entretenir un piège qui nous maintient enfermés, donc qui bloque en réalité l'épanouissement total de notre évolution, de notre être. Et c'est ce que nous allons voir dans ce témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez approfondir tous ces thèmes évoqués sur ce canal, plusieurs possibilités, tout est dans la description. Mes livres en 2 tomes, mes euh, formations, la formation en 6 modules. Il y a 7 modules, mais 6 qui sont payants. Le premier est offert, et puis la possibilité de devenir membre de la chaîne pour bénéficier d'outils concrets de travail sur soi ou de rejoindre un groupe de travail. Il y a potentiellement des places dans les groupes existants ou dans un nouveau groupe. Ceci étant dit, nous allons attaquer sur le témoignage de X, que j'ai appelé témoignage X4. De mémoire, c'est la quatrième vidéo que je fais sur les témoignages de cette personne. Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes vacances. Merci. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi un témoignage sur l'impact profond de l'enseignement de la quatrième voie sur ma vie personnelle, professionnelle et sociale. Grâce à la pratique de la quatrième voie, j'ai vécu des ouvertures et des transformations véritables qui ont significativement élevé mon niveau de conscience. Attention, je préviens toujours et je te repréviens encore, attention à se croire trop vite en évolution. Parfois, on ne fait que créer un nouveau moi, un moi spirituel, et je te remets en garde sur la manière de peut-être trop, non pas en faire trop, mais une manière un peu grandiloquente de voir son évolution. Je répète, en fait, je découvre en même temps. J'ai lu vraiment entre les lignes, j'ai regardé les titres, je regarde rapidement s'il n'y a pas des allusions à des pratiques qui ne peuvent pas être partagées publiquement, auquel cas je les retire, mais je découvre vraiment le témoignage, je le lis réellement que maintenant, pour être plus spontané dans mes réponses. Je suis fréquemment confronté à des vérités profondes qui remettent en question mes perceptions et croyances actuelles, me rapprochant toujours plus de mon essence véritable. Là aussi, attention, attention au piège. Le mieux est de vivre les choses sans trop les nommer, sans trop mettre de tous ces mots, de les vivre et partager l'expérience, mais pas forcément le commentaire sur l'expérience, l'analyse de l'expérience, surtout une analyse peut-être un petit peu trop valorisante et qui est vraiment un piège de l'ego. Mais on va voir. Cependant, Ludovic, j'ai réalisé que je suis à un carrefour crucial de ma vie. Je dois choisir entre 2 chemins, continuer à vivre selon les désirs de mon ego en ignorant les signes, les vérités profondes et les lois universelles que je commence à comprendre, pour profiter des plaisirs superficiels de cette vie, ou bien choisir de vivre une vie alignée avec mes valeurs les plus profondes et mon moi divin. Cette voie est exigeante et demande une discipline rigoureuse ainsi que de nombreux sacrifices. Là, je suis en train de demander si je n'ai pas déjà répondu à ce témoignage. Après vérification, non, c'est quelque chose que tu avais déjà dit d'une autre manière en fait. Donc oui, je suis d'accord avec toi.
Il y a un moment où j'ai un choix à faire. Est-ce que je continue à vivre selon mes désirs ou selon l'aspiration de mon être? Et c'est souvent incompatible. Je me lève le matin, j'ai une pratique à mettre en place. Ça, c'est ce qui aspire en moi à une évolution intérieure, à mettre en application les outils qu'on me propose pour pouvoir expérimenter et approfondir ce contact, ou cette force de la vie qui m'appelle et qui me dit j'ai pas envie, c'est long, c'est laborieux, j'ai autre chose à faire, je dois aller travailler, je dois m'occuper de ceci, m'occuper de cela. Là, ça se matérialise en réalité dès le début de la journée, tout au long de la journée, parce que ces pratiques de mise en mouvement de la présence, de contact avec la présence demandent un effort. Je peux faire ça dans toutes les activités de ma vie, mais j'observe qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de le faire. J'ai envie de m'identifier, j'ai envie de rester dans mes pensées, dans mes émotions, dans les sensations, même si je souffre. Il y a quelque chose en moi qui ne veut pas cultiver la présence. Donc là aussi, ce choix doit se matérialiser. Et puis le soir, quand je me couche, il y a aussi parfois certains exercices qui sont demandés. Et en général, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de les faire. Donc il y a une force de résistance et d'inertie contre laquelle j'ai besoin de travailler, contre laquelle j'ai besoin quelque part de lutter. Lutter non pas en disant je suis plus fort et je vais le faire, mais lutter en disant voilà, je reconnais les forces de résistance et je vais intégrer ces forces de résistance. Je ne vais pas les nier, je ne vais pas les réprimer, je ne vais pas les écraser avec ma volonté. Un 8 pourrait décider de faire ça, par exemple, mais en prendre conscience, prendre contact avec et entrer quand même dans la pratique. C'est de l'aïkido. Je ne détruis pas l'adversaire, je ne me laisse pas non plus emmener par l'adversaire. Je le reconnais, je vais à sa rencontre et je j'utilise son énergie. C'est exactement la même chose que nous devons trouver, le même geste intérieur avec notre résistance interne à l'éveil. Il y a une véritable résistance intérieure à l'éveil. Pourquoi ce choix est-il nécessaire? Parce qu'il est impossible de vivre entre les deux. Exactement. J'ai décidé de vivre la vie de mon être véritable, mais je me sentirais entre deux forces opposées. Exactement. Et c'est ces deux forces opposées qui peuvent créer une friction. Ça serait trop facile si l'ego s'arrêtait d'un seul coup parce que j'ai décidé de revenir à mon essence véritable, alors que lui, tout son travail consiste à m'en empêcher, et que je lui dise non, maintenant c'est bon, j'ai envie de revenir à qui je suis. Lui, il a pris un pouvoir sur mon fonctionnement, sur mon psychisme, et il ne va pas arrêter comme ça. Au contraire, et il est extrêmement rusé, extrêmement patient, extrêmement fort. Et plus je lutte contre lui, dans une forme de vouloir écraser, de vouloir le détruire, plus il se renforce. Mon ego, à travers mon mental, utilise toutes les ruses possibles pour me retenir dans le monde matériel et superficiel. C'est de là qu'il tire son existence et sa subsistance. D'un autre côté, il y a cette force intérieure que je désire suivre, bien qu'elle soit semée d'obstacles. Tout à fait. Pour vivre une vie authentique, alignée avec mon essence, je dois abandonner les comportements dictés par le mental et adopter un changement radical. Le comportement qu'on doit adopter, c'est surtout celui de l'identifier, qu'on doit abandonner, c'est surtout celui de l'identification avec mon moi, avec ce que je suis en train de faire, ici et maintenant. Donc cultiver la présence au cœur de mes activités, pas forcément modifier mes activités. Ce que je dois adopter, c'est un état de présence et d'attention au cœur même de mes activités. A priori, toujours je répète, l'observation de soi implique de ne rien changer. Au point de départ, mais quand je dis point de départ, ça peut durer des années. On n'est pas dans un travail, une formation en 3 mois ou en 6 mois. C'est un travail de très longue haleine. Donc, on va voir ce que tu veux dire par là. Le désir d'être et l'importance de la gratitude dans la quatrième voie. Avant de commencer mon témoignage, je remonte, je voudrais te remercier pour ton retour sur ma vidéo YouTube E16, Traverser ses peurs. Les insights et renseignements m'ont beaucoup nourri. Je voulais revenir avec toi sur un point très important concernant le désir d'être. Comme tu l'as dit, Ludovic, dans la vidéo, tous nos désirs sont en réalité des compensations du véritable désir d'être. Ce désir profond que nous étouffons souvent par divers mécanismes inconscients. Oui, je ne sais pas si c'est exactement ça que j'ai dit, mot pour mot, mais c'est ça. Pourtant, il est essentiel de renouer avec ce désir d'être sans chercher à combler nos besoins
par des objets internes ou externes. Exactement. Tous les désirs, pour moi, sont la compensation du désir le plus primaire, le plus originel, le désir de l'être. Le désir que je porte en moi de renouer le contact avec ma véritable essence, de retrouver mon vrai visage. Au-delà de tous ces mécanismes, ces comportements, ces croyances, ces souffrances, ces émotions, tout ce que j'ai développé par adaptation au monde extérieur et qui constitue un faux moi duquel je ne me désolidarise pas. Je suis enfermé, complètement enfermé dans ce personnage et je ne me pose même pas la question. Ce personnage, c'est moi. Ce que je sens, c'est moi, mes émotions, mes croyances, c'est moi, mes expériences, la manière dont je me comporte, mes qualités, mes défauts, c'est moi. En réalité, non. C'est une construction mentale. Donc j'ai besoin de comprendre que tous les désirs qui nourrissent ce moi ne sont que la projection dans le monde de la personnalité du désir le plus fondamental que dans l'approche diamant on appelle la flamme, qui est le désir d'être, la soif de revenir à la maison. Lorsque nous nous reconnectons au véritable désir d'être, nous devenons capables de nous adapter à toutes les circonstances de la vie. Exactement, puisque les désirs de modifier l'existence, de modifier mes conditions de vie, n'étant que la projection de ce désir de se reconnecter à soi-même, lorsque je me reconnecte à ce véritable désir, les autres désirs n'ont plus de poids, ils n'ont plus d'intérêt. Et donc, je suis complètement ouvert aux circonstances de la vie. Ce désir nous pousse à chercher des situations difficiles, je confirme, non pas pour souffrir, mais pour nous mettre à l'épreuve et nourrir encore plus profondément ce besoin d'être. Exactement. C'est exactement ce que je dis dans pas mal de vidéos à certaines personnes qui sont prêtes. Comme disait Monsieur Grosjeff, aime ce que tu n'aimes pas. C'est une injonction, mais en réalité, c'est un aspect de l'être. Que de me pousser dans des situations dans lesquelles je sais que je vais être inconfortable, je vais être en danger sur le plan de mon identification, sur le plan de mon moi, pas en danger physiquement, dans lequel mon identification à une fausse construction va être en danger, dans lequel mon ego va être en danger. Et donc, à partir de cet espace de l'être, je reconnais complètement que là où mon ego est en danger, c'est une opportunité d'approfondir ce contact avec l'essence. Et donc j'aspire de plus en plus à aller vers ce genre de situation. Non pas comme du masochisme dans lequel je me fais souffrir, mais comme une compréhension profonde que ce qui me met en inconfort me rapproche de l'union avec moi-même. En cessant de rechercher des compensations externes ou internes et en étant simplement conscient, nous, nous cultivons naturellement la gratitude pour la vie que nous avons. C'est vrai. Cette gratitude nourrit notre besoin d'être et nous maintient dans un espace de présence et de connexion à notre essence. C'est vrai. Cette gratitude du fait même d'être, de ressentir cette sensation et ce sentiment d'être, ça produit une ouverture dans le cœur qui effectivement manifeste souvent la simple gratitude. Une gratitude profonde du simple fait d'être. Et cette gratitude est en lien avec notre essence. Elle est un sentiment de mon essence, je pourrais dire. Ce n'est pas le moi qui ressent une gratitude, c'est vraiment l'être profond. Elle nous protège de la mécanicité et des désirs superficiels compensatoires de l'ego. C'est vrai. Je comprends maintenant pourquoi tant de courants spirituels mettent l'accent sur la gratitude. C'est une pratique qui nous ramène constamment à notre essence, à notre véritable désir d'être. Oui, attention parce qu'on peut aussi imiter la joie, imiter la gratitude. Donc, c'est pas toujours un gage de reconnexion. C'est un gage de reconnexion quand elle émerge spontanément d'un état de reconnexion. La gratitude, elle émerge spontanément. Si je la crée, si je, si je l'appelle à partir de cet espace de gratitude que j'ai touché plusieurs fois et que j'essaye de retoucher par cette voie-là, c'est OK. Mais si j'essaye de la produire, je peux être en train de nourrir mon ego, mon faux moi. C'est une fausse gratitude. Donc attention avec les, les tentatives d'instrumentaliser des sentiments pour avoir l'impression de se reconnecter à l'essence. C'est possible, mais parfois ça nous conduit sur la voie inverse. Je suis plutôt partisan de ne rien chercher à produire autre que
la présence. La présence contient absolument tout. Elle contient la paix, la gratitude, l'amour, la joie, la bienveillance, l'omniscience, l'unité. Elle contient absolument tout. Donc je n'ai pas besoin de créer des choses que j'ai expérimentées en conséquence de cette présence, sauf si je sens vraiment que j'ouvre simplement la porte qui fait revenir la gratitude. Mais je dois être disponible à ce que la gratitude ne se présente pas et que ce soit autre chose. Attention aux besoins de contrôle du mental. Les désirs compensatoires sont des tentatives du mental pour combler le vide laissé par le manque de connexion avec notre essence. Oui, ils se manifestent sous forme de recherche de possession matérielle, de statut social, de plaisir éphémère, etc. Oui, attention, ils se manifestent aussi sous la forme d'une quête spirituelle. Et surtout, lorsque je suis vraiment amené à entrer dans une quête spirituelle, alors les désirs compensatoires du mental viennent récupérer ma quête. Ils viennent me dire, regardez comme j'évolue, regardez toutes les compréhensions que j'ai eues, regardez comme je peux produire à volonté. Je vais produire les sentiments que j'ai déjà. Je recherche de sensations au pluriel, d'éléments sensationnels pour nourrir mon moi. Il faut être très vigilant. En revanche, le désir d'être est une aspiration profonde à se reconnecter avec notre véritable nature, notre essence. C'est vrai, mais il peut être récupéré par un moi spirituel. Les mécanismes inconscients tels que les peurs, les habitudes, les croyances limitantes étouffent notre désir d'être. Oui, si je ne commande pas, c'est que je suis d'accord et que j'ai pas grand-chose à rajouter. Ils nous maintiennent dans une illusion de séparation et nous détournent de notre véritable quête spirituelle. Exactement. Et encore plus quand ils se manifestent au sein de notre quête spirituelle. On en reparlera peut-être plus tard. Pour renouer avec le désir d'être, il est crucial de pratiquer l'auto-observation, le rappel de soi et la pleine conscience. Ces pratiques permettent de reconnaître et de dépasser les mécanismes inconscients qui nous éloignent de notre essence. C'est pour ça qu'elles sont là, effectivement. En étant présents et conscients, nous nous reconnectons à notre véritable nature. Oui, le rappel de soi, s'il est bien conduit et qu'il advient, c'est une reconnexion directe avec notre essence. Directe. Le véritable désir d'être n'est pas passif. Il s'adapte activement aux circonstances de la vie, cherchant à transformer chaque situation en opportunité de croissance et de réalisation de soi. Oui. En affrontant des circonstances difficiles, nous mettons notre désir d'être à l'épreuve, exactement, ce qui le renforce et le nourrit davantage, exactement. Contrairement au désir compensatoire qui cherche le confort et la facilité, le désir d'être recherche des défis. Exactement. Monsieur Bourgiev disait dans Belzébuth, je crois, qu'en parlant d'une humanité il y a déjà pourtant très longtemps, et que notre état actuel était la conséquence de cette chute quelque part, il disait que le plus grand problème de l'humanité à cette époque-là, c'était de rechercher le confort. Rechercher le confort, c'est ce qui nous éteint, c'est ce qui nous endort. Ces défis permettent de tester notre engagement envers notre essence et de renforcer notre connexion avec elle. Oui, les situations difficiles deviennent alors des occasions précieuses pour grandir et évoluer. De souscrit. Parfois, nous recevons des signes de l'univers sans y prêter suffisamment attention. Par exemple, si je désire rencontrer une femme pour une relation sérieuse, l'univers peut me présenter des personnes qui ne correspondent pas exactement à mes attentes superficielles, mais répondent à un besoin plus profond que je n'avais pas encore compris. Cette réalisation m'a ouvert les yeux sur l'importance de la gratitude et de la pleine conscience. En étant présent et en acceptant ce que l'univers nous offre, nous pouvons éviter de manquer des opportunités précieuses qui nourrissent véritablement notre être. C'est vrai, c'est pas faux en tout cas. Je pense que c'est magnétique. Notre être attire notre vie. Et notre être attire ce dont nous avons besoin et souvent notre moi fait obstacle. Que ce soit la personne qui nous était destinée sur le plan essentiel, avec qui j'étais en compatibilité sur le plan de l'être, et peut-être pas forcément sur le plan de la personnalité, elle ne correspond pas à mes critères, par exemple, on en avait parlé. Et parfois, j'attire des situations difficiles pour pouvoir évoluer, et mon moi n'en veut pas. Il freine des catières, il cherche des solutions pour s'échapper de ces situations. Donc il y a une dichotomie entre ce qu'attire mon être, dont j'ai besoin pour évoluer, et j'attire ce qui correspond à mon niveau d'être.
Arnaud Desjardins, je le cite souvent, disait: «Notre être attire notre vie». Si j'ai un niveau d'être très faible, je vais attirer des situations qui correspondent. Si je développe mon être, je vais attirer d'autres types de situations. Ça ne veut pas dire que c'est l'abondance et que je vais obtenir que ce que je désire. Il y a vraiment cette notion en ce moment très à la mode d'abondance. Je vais être riche, je vais réussir, j'aurai du succès. L'attraction, la loi d'attraction, elle vient de l'être. Le moi n'attire pas grand-chose, même s'il fait beaucoup d'efforts pour attirer, et puis quand ça marche, il prend ça comme une preuve. Tiens, là, ça a marché, mais il oublie les 40 fois où ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. L'être attire ce dont nous avons besoin. C'est magnétique. La loi d'attraction est magnétique. C'est pas ce que je veux consciemment, ce que je désire, que je vais attirer, c'est ce qui vibre sur le même niveau que mon être, en positif ou en négatif. Des situations favorables qui vont me nourrir et des situations défavorables qui vont me faire grandir. Donc la clé, c'est un état de disponibilité en fait. Ne pas chercher à obtenir autre chose que ce qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de projet. Mais les projets ne viennent pas du même espace. Les projets ne viennent pas d'un moi qui désire des compensations en réussissant matériellement, financièrement, professionnellement, familialement, en cherchant un couple absolument. Ces projets viennent de plus profond. Ils sont en adéquation, en alignement avec moi-même, avec mon être, et ils peuvent demander des efforts. Je peux planifier j'ai une capacité d'anticipation et de planification. Je ne vis pas comme un enfant ou comme un animal uniquement avec le moment présent. Je vis dans le moment présent, mais c'est aussi dans le moment présent que je peux établir des objectifs. Je dois discerner simplement, est-ce que ce sont les désirs du moi ou est-ce que ces objectifs et ces projets sont nés d'une impulsion de mon essence. C'est pas du tout la même vibration. C'est pas du tout la, les mêmes sensations que ça procure. Ça, le discernement s'acquiert, il s'apprend. Accepter le présent et saisir les opportunités. Cette réflexion m'a fait comprendre quelque chose de très important sur la manière dont nous vivons nos vies. Nous sommes souvent pris dans la quête de réalité idéale dictée par le mental. L'idéalisme, exactement, c'est une des plaies. Et les attentes sociales, donc dictées par le mental et les attentes sociales, au lieu de vivre pleinement dans le présent et d'accepter ce qu'il nous offre. C'est ce que j'appelle cette disponibilité totale. Il ne s'agit pas de refuser le futur, refuser le fait qu'on a des choses à faire maintenant. Pour récolter des légumes dans 3 mois, j'ai besoin de préparer la terre maintenant et de faire mes semences même un petit peu avant, et ainsi de suite. Donc j'ai bien conscience du temps chronologique. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui me soignait pour des problèmes de dos, et puis elle me dit: «Vous vous sentez bien là?» Alors je lui dis: pas plus qu'avant. «Oui, mais vous vous sentez bien?» Oui, alors pour elle, c'était la preuve que ça avait fonctionné. Et je lui dis, mais moi, c'est le soir, quand je me couche sur la position très, très verticale, que les douleurs arrivent, donc je saurai ce soir. Elle me dit, non, mais le temps chronologique n'existe pas, moi, je ne vis que dans le temps présent. Le temps chronologique, là, vous vous sentez bien. Alors, elle a réussi à me faire arracher que oui, je me sentais bien, donc elle est passée à autre chose, elle était satisfaite. Il ne faut pas nier le temps chronologique. Nous vivons sur 2 plans. Le plan de l'être qui est dans l'instant, mais l'être ne nie pas le passé et le futur. C'est la guidance d'ailleurs du point 5, puisque notre ami X est un type 5, il l'a déjà dit. C'est la guidance du point 5 qui est capable de percevoir la situation dans son intégralité en intégrant les éléments du passé, les éléments du futur, et nous donner une direction pour laquelle on ne sait même pas pourquoi on doit aller dans cette direction, mais on sait, et peut-être que 10 ans après ou 15 ans après, on réalise pourquoi elle nous a emmenés dans cette direction. Parce qu'elle intègre passé, présent, futur qui coexistent dans l'instant pour elle. Dans notre quotidien, nous rencontrons de nombreuses personnes bienveillantes et intéressantes. Cependant, nous pouvons avoir tendance à les écarter simplement parce qu'elles ne correspondent pas à des critères sociaux élevés ou aux attentes de notre mental. Nous manquons ainsi des opportunités de croissance essentielles que ces personnes pourraient nous offrir. En même temps, nous n'aurions pas pu faire autrement étant donné notre état de conscience du moment. Personnellement, je n'ai pas cette vision. C'est-à-dire que j'ai pas cette vision que je peux rater quelque chose ou ne pas rater quelque chose. Il y a quelque chose il y a un sentiment profond dans cet espace que tout est juste. Tout est juste. Même ce qui, pour le mental, est un échec. J'ai raté, j'aurais pu être plus présent. Non, parce que ça participe à une prise de conscience
qui va m'amener peut-être à être plus présent la prochaine fois. Donc ça participe à mon évolution. Ce n'était pas un échec, c'était simplement une poussée. Mais il est vrai que, par exemple, je pense à Boris Moraviev qui parle du fait que l'évolution intérieure pour lui ne peut être complète que par un couple qui s'est retrouvé. Et effectivement, j'ai pu rater la personne avec qui j'étais. Mais c'est parce que mon niveau de conscience était encore trop faible et que du coup, j'ai préféré me tourner vers des personnes qui sont plutôt en accord avec mes représentations qui sont souvent issues effectivement des attentes sociales, des croyances de l'époque de la culture sur qu'est-ce que c'est qu'une femme, physiquement, psychologiquement, quel est le genre de femme désirable, et puis les instincts derrière aussi. Faut pas nier la force des instincts, bien au contraire. Donc il n'y a pas forcément de j'ai raté ça ou j'ai pas raté. Ce sont des leçons, ce sont des occasions de prise de conscience. Donc qui dit prise de conscience, je prends de la conscience et donc j'augmente mon niveau de conscience grâce à ce qui est apparemment une erreur, un manquement, un échec. Cela s'applique également au domaine professionnel. Nous cherchons souvent des opportunités alignées avec les attentes sociales, c'est vrai. Obtenir un meilleur emploi, travailler pour une entreprise prestigieuse, gagner plus d'argent. En faisant cela, nous ignorons les opportunités présentes qui pourraient mieux correspondre à nos besoins personnels et à notre épanouissement spirituel. Cette fuite de la réalité est principalement due au filtre de notre mental. Je dirais la même chose. Il n'y a pas vraiment d'échec. Si je vais dans le travail qui correspond plus à mon être, alors que je n'ai pas vraiment encore développé cette reconnexion à mon être, je risque de m'y ennuyer ou de sentir un manque profond, une frustration. En revanche, si je vais dans un emploi qui correspond aux attentes sociales et qui ne correspond pas à mon être réel, je vais aussi éprouver une forme de frustration peut-être, où je vais avoir des moments dans lesquels je vais me demander, mais qu'est-ce que je fais là? Donc là aussi, c'est l'occasion d'une prise de conscience. Je vais peut-être passer 5, 10, 15 ans pour me rendre compte au bout d'un moment que ce que je croyais obtenir dans ce métier, dans cette carrière, dans cette réussite, je ne l'ai jamais obtenu. C'était une chimère. Alors soit je continue et j'insiste et je vais plus loin, soit je fais un stop et je me dis, et qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai besoin d'être, que je veux être? Nous devons comprendre que nous n'attirons dans notre vie que ce qui est aligné avec les besoins de notre être, oui, et non avec les désirs superficiels de notre mental. C'est ce que je disais tout à l'heure. En reconnaissant cela, il devient clair que notre véritable épanouissement vient de l'acceptation du présent et des opportunités qu'il nous offre. Nous devons nous libérer des attentes mentales et sociales pour embrasser ce qui est véritablement bénéfique pour notre croissance personnelle et spirituelle. Je dirais plutôt que de la reconnexion de l'essence, donc ce que nous devons cultiver, c'est cette présence à nous-mêmes qui est la nourriture de l'âme, la nourriture de l'essence. Progressivement, spontanément, je vais être amené à changer de perspective. Par exemple, je me rappelle, j'ai expliqué souvent que j'avais quitté la police. Ce n'est pas parce que mentalement, je considérais que ce n'était pas la bonne chose. C'est parce que je prenais conscience de certains aspects négatifs qui ne correspondaient pas à mes idéaux. Toujours ces idéaux, j'avais certains idéaux, mais j'ai vécu une expérience intérieure radicale, extrêmement radicale pendant cette étape. Et là, j'ai su que je n'étais pas à ma place. Il y a quelque chose en moi qui n'était plus là. C'était terminé. Donc, quitter a demandé du courage, a demandé de faire face à des difficultés financières extraordinaires, mais la décision avait déjà été prise. Si je ne l'avais pas mise en application, ça aurait été extrêmement difficile pour moi dans les années suivantes. Je me serais étouffé moi-même et finalement, ça aurait été une épreuve peut-être pire que celle que j'ai subie, qui n'était qu'une épreuve matérielle. Accepter ce qui nous est destiné et cultiver la gratitude. J'ai réalisé que dans cette vie, nous recevons ce qui nous est destiné, ce qui est écrit pour nous. Moi, je vois plus les choses en termes de fréquence et d'attraction magnétique. Mais pourquoi pas? Que ce soit des dons financiers, matériels ou spirituels, nous n'obtenons que ce que nous méritons véritablement. Parfois, nous recevons des épreuves, des difficultés, et c'est aussi un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ce n'est pas forcément des bienfaits que notre être va attirer de manière positive. Il va nous attirer de manière positive des épreuves et des difficultés. Parce que tout ce qui met le moi à l'épreuve constitue autant de possibilités de réveil de notre conscience, du rêve dans lequel elle est engluée. Il faut arrêter de jalouser
ou envier ces personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que nous désirons. Là encore, je m'exprimerai différemment. Il n'y a pas de il faut. À part, il faut prendre conscience de cette jalousie qui peut émerger, de cette envie, et la reconnaître. Je n'ai pas besoin de l'interdire, de la réprimer. Attention, c'est encore un idéal auquel on risque d'essayer de correspondre, qui est en inadéquation avec ma réalité intérieure du moment. Si je vois une situation qui provoque de la jalousie, quelqu'un qui a réussi financièrement et que moi j'aspire à ça, je prends contact avec cette jalousie, je l'autorise. Et plus je fais ça, plus je vais autoriser ces espaces sombres en moi-même, plus je vais y descendre, et plus la conscience descend dans ces espaces sombres, la conscience et la lumière, plus ces espaces sombres deviennent lumineux, plus ils sont digérés, acceptés, et plus ils ouvrent l'espace qui me conduit à ma propre présence, à ma propre essence, et qui vont naturellement faire cesser ces mouvements de jalousie, de colère, d'envie. C'est l'inverse. Par exemple, j'ai observé un Marocain qui a rencontré très tôt une Américaine avec qui il vit heureux. Pour moi, cela a été écrit pour lui. De mon côté, bien que je cherche depuis des années une relation similaire, je n'ai pas encore réussi à obtenir la même chose. Cela ne signifie pas que mes efforts sont vains, mais plutôt que chacun reçoit ce qui lui est destiné. Peut-être, peut-être, et peut-être pas. Peut-être que c'est toujours une question de disponibilité intérieure et d'attraction. De j'attire ce qui me correspond et parfois je ne vois pas que cette personne était vraiment adaptée pour moi. Parce que M. Gurdjieff disait clairement qu'il y avait des personnes qui étaient compatibles sur le plan de l'essence et des personnes qui étaient compatibles sur le plan de la personnalité. Si je suis avec quelqu'un qui est compatible sur le plan de l'essence mais incompatible sur le plan de la personnalité, ça va être très compliqué. Et inversement. Par contre, s'il y a une compatibilité d'être, ça c'est mon point de vue, les incompatibilités personnelles peuvent être l'occasion d'un travail intérieur, si les deux personnes du couple sont dans cette dynamique d'évolution intérieure. Alors, s'il y a incompatibilité et friction, il y a des matériaux pour travailler, et si chacun des deux renoue progressivement avec leur essence, là il y a compatibilité. Donc, les incompatibilités de surface commencent à s'apaiser et laissent place à une compatibilité de profondeur, en profondeur. Chacun de nous reçoit des dons incroyables et uniques. Par exemple, j'ai la chance d'atteindre un niveau spirituel avancé. Attention, attention à l'orgueil. Ça fait plusieurs fois que je te dis, je pense qu'il faut plutôt cultiver l'humilité que l'impression qu'on est plus avancé que les autres. Et de rencontrer deux très bons mentors spirituels qui m'aident dans mon cheminement et mon éveil. On attire ce qui nous correspond, toujours. Ces opportunités m'ont été offertes parce qu'elles étaient écrites pour moi. Peut-être que l'univers nous les offre. Là aussi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était écrit, mais en tout cas, entre ce qui est écrit et figé et ce qui est lié à l'accident, les deux forces se mélangent. Donc il y a bien une destinée qui m'est proposée, et qui va dépendre de ma capacité à m'extraire du moi et de ses désirs et de ses penchants et de ses pulsions pour renouer avec mon essence. Et M. Gurdjieff disait clairement, si je suis identifié, je suis soumis à la loi de l'accident, tout ce qui m'arrive m'arrive par accident, comme au billard. Ce sont des forces qui se rencontrent, qui sont lancées comme ça, qui se percutent et qui provoquent les événements que je vis dans ma vie, les sensations, les sentiments, les émotions, les pensées, les épreuves que je peux rencontrer. Elles viennent de l'accident. Par contre, si je deviens un homme conscient, une femme consciente, j'entre dans la loi du destin. J'ai un destin, j'ai un cap. Dans le premier cas, le bateau est laissé, c'est vraiment la vidéo, je vous y renvoie sur Ai-je un destin, un chemin de vie. Le bateau n'a pas de capitaine, l'essence c'est le capitaine. Le capitaine est enfermé à double tour dans la soute et des marins se battent pour prendre tour à tour le contrôle, mais c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt quelqu'un qui ne sait même pas naviguer, et puis les vents, les tempêtes, le bateau ne va nulle part. Mais si le capitaine est là, qu'il remet chacun à sa place, il connaît le cap, il sait naviguer, alors là j'ai un destin, là j'ai un cap. Donc, si je suis dans mon essence, on va dire si l'essence est active, j'ai un destin. Je vais vers ma destinée. Si l'essence est endormie et mon moi est passif, je vais au petit bonheur et à la chance. Je ne vois pas, je ne reçois pas les signaux qui m'indiquent ce cap.
Effectivement, peut-être que d'autres personnes aspirent et que pour l'instant, c'est pas accessible. Parce que ça dépend. J'attire j'attire les personnes qui correspondent à mon niveau, à mon être. Et souvent, je repousse même les personnes. Si mon niveau d'évolution s'approfondit et change, en général, il y a des fois des ruptures avec certaines personnes avec qui, jusqu'à maintenant, je fonctionnais bien. C'est possible aussi. Et en termes de travail intérieur, j'attire les mentors, les maîtres, les instructeurs, les enseignants qui me correspondent. Je crois que c'est Monsieur Gurdjieff aussi qui critiquait ouvertement des personnes qui voulaient rencontrer de grands maîtres alors qu'ils avaient l'être tellement atrophié que pour eux, c'était quelqu'un d'autre qui leur correspondait pour pouvoir faire les premiers pas. Et il disait que les gens veulent être disciples du Christ, mais est-ce qu'ils ont l'être d'un apôtre? Les apôtres avaient les épaules pour être les disciples du Christ. Les compagnons du prophète avaient les épaules pour être les compagnons du prophète, etc. Donc il ne faut pas chercher à rêver à quelque chose de rencontrer quelqu'un, un maître extraordinaire avec des pouvoirs, mais simplement se contenter des personnes qui nous sont présentées. Si on sent que ces personnes peuvent nous aider, c'est c'est pas nécessaire de rêver à quelque chose de grandiloquent ou de grandiose, mais de comprendre que la personne que je rencontre est celle qui peut m'aider à l'instant T. Il est essentiel de comprendre que nous n'avons pas toujours le contrôle sur ce que nous recevons. Il y a même jamais. En nous alignant, parce que parfois il y a certaines pratiques que moi personnellement que je connais mais que je ne pratique pas, qui permettent d'influencer les éléments pour recevoir des choses que nous n'étions pas censés recevoir. Mais il y a souvent un retour de bâton. Je dirais même, il y a toujours un retour de bâton. Il y a toujours un prix à payer. En nous alignant avec nos valeurs et en cultivant la gratitude pour ce que nous avons déjà, oui, c'est important. Nous pouvons mieux apprécier et accepter ce que l'univers nous offre. Il ne sert à rien de jalouser les autres ou de chercher à obtenir ce qui ne nous est pas destiné. Exactement. Chacun a son propre chemin et ses propres bénédictions. Tout à fait. Je prends souvent l'exemple, si un nourrisson voulait une nourriture, un steak par exemple, une pièce de bœuf, parce qu'il voit ses parents manger, il aurait d'énormes soucis, parce que ça ne lui est pas destiné. En temps et en heure, peut-être que ça lui sera destiné. Mais là, peut-être qu'il n'en voudra plus. Peut-être qu'il sera devenu végétarien. Donc, ne pas vouloir brûler les étapes et ne pas vouloir trop tôt ce qui n'est pas encore mûr pour nous ou ce qui ne nous correspond tout simplement pas. Il est important de rester vigilant et de reconnaître les signes de l'univers en saisissant les opportunités qui se présentent à nous. Dans la religion, notamment l'islam, on nous enseigne d'accepter ce que Dieu nous a donné, qu'il s'agisse de biens matériels ou non matériels. En acceptant ce qui nous est donné, nous nous alignons avec le flux de la vie et reconnaissons que chaque personne recevra ce qui est écrit pour elle. C'est d'une manière très religieuse, avec cette notion d'être écrit, je ne sais pas, mais le point de volonté sacrée, liberté sacrée. L'acceptation totale de ce qui m'est donné par la vie, le plus comme le moins, conduit à une liberté profonde que rien ne peut m'enlever, même l'esclavage physique. C'est une liberté intérieure qui est inscrite, elle, elle est inscrite dans mon être même. Elle ne dépend pas des conditions dans lesquelles je vis. Donc effectivement, il y a l'acceptation totale, l'ouverture à ce qui est. C'est pas simplement un concept, ça demande une forme de vigilance, d'ouverture, d'attention sur comment je me sens ici et maintenant dans cette situation, comment je m'éprouve, comment je me ressens, comment je me perçois. Est-ce que je suis dans la réaction, dans la résistance? Est-ce que je suis ouvert à ce que la vie me propose d'expérimenter ici et maintenant? L'écart grandissant entre mes nouvelles croyances et mon entourage. J'ai remarqué qu'à mesure que j'évolue, un écart se creuse entre mes nouvelles croyances et perception de la réalité et celle des personnes de mon cercle familial, personnel ou professionnel. Cet écart semble grandir de jour en jour. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors attention, on ne cherche pas à remplacer des croyances anciennes par des croyances nouvelles. Une croyance reste une croyance. Mais perception, ça me parle mieux. Une perception de la réalité qui amène une compréhension. Bon, attention, est-ce que tu parles de croyance ou de compréhension? Si c'est le mot compréhension, je suis d'accord. Et c'est effectivement des choses qui peuvent arriver. Récemment, j'ai discuté avec mon ami et coach de vie qui m'a accompagné dans un travail intérieur pendant plus de 10 ans.
Je lui ai partagé mes expériences actuelles de transformation et d'évolution grâce à l'enseignement de la quatrième voie. À ma grande surprise, il ne comprenait pas ce que j'essayais de lui expliquer. C'est fort possible parce que s'il y a certains coachs qui sont dans le développement personnel, par exemple, et qui ne, ne pourraient absolument pas comprendre de quoi il s'agit quand on parle de contact avec l'essence, quand on témoigne d'expériences que l'on vit grâce au contact avec l'essence, on est dans un autre monde. Et c'est pas du tout entendable pour les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas expérimenté ça. Si la personne vit à partir de cet espace, quelle que soit sa culture et sa tradition, elle va comprendre. Si ce que tu vis est authentique et que la personne vit la même chose en authenticité, peu importe ta religion, chrétienne, musulmane, hindoue, athée, elle va percevoir que tu vis la même chose. Si elle est libérée de ses concepts, de ses dogmes, évidemment. Si c'est quelqu'un qui est pris dans certains dogmes religieux, elle va te dire que tu fais fausse route et que c'est le diable qui t'inspire tout ça. Mais si la personne, quelle que soit sa religion, est en contact avec l'essence, réellement, alors elle se libère de ses dogmes, auxquels elle ne s'accroche plus comme les croyants ordinaires s'y accrochent, et elle va percevoir ce que tu vis. Si la personne ne vit pas dans le même espace, elle ne peut absolument pas comprendre ce que tu vis. Absolument pas. Pour lui, tout ce que je partageais semblait très abstrait. Alors, soit c'est parce que tu le vis de manière abstraite, ou alors c'est parce que tu l'expliques de manière abstraite, ou alors c'est parce que pour lui, ça ne correspond à rien de son expérience et il ne peut que y voir des concepts et ne pas goûter ce que toi, tu essayes de lui faire passer. Et il n'arrivait à saisir certaines choses qu'au niveau intellectuel. J'avais pensé qu'en ayant lui aussi choisi un enseignement spirituel, il pourrait me comprendre, mais ce n'était pas le cas. Un très grand nombre de personnes ne s'intéressent pas à la spiritualité. Et chez les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, un très grand nombre nourrissent un moi spirituel. Rares sont les personnes qui passent sur l'autre rive. Et je donne des exemples dans cette vidéo. L'éveil, ce que l'éveil est pour tous, on dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Même chez les gens qui sont appelés et qui s'intéressent à la spiritualité, beaucoup restent exactement sur le même niveau horizontal. Je ne dis pas que c'est son cas, hein, mais c'est possible. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont dans des postures comme ça, d'enseignants spirituels, de chamans, etc., et qui sont simplement soumis à leur énéatype à un point qui est presque parfois caricatural. J'ai compris que chaque voie ou enseignement spirituel a ses propres perspectives, règles et méthodes de spiritualité qui nous permettent d'évoluer et de vivre notre spiritualité sous l'optique de la voie que nous avons choisie. Par exemple, une personne suivant les enseignements du soufisme aura des perceptions de la réalité et de la spiritualité différentes des miennes, car nous n'avons pas suivi le même enseignement. Oui et non. Ainsi, mon ami ne pourra jamais comprendre profondément ce que je lui partage, car il n'a pas mis en pratique le même enseignement que moi. Les enseignements authentiques conduisent sont différents sentiers qui conduisent, pour la plupart, au même espace. D'autres conduisent, il y a deux grands types d'enseignements, ceux qui conduisent à la transcendance et à la vacuité directement, et ceux qui conduisent à la plénitude, par la transformation. Mais au final, quelqu'un qui vit la vacuité ou quelqu'un qui vit la plénitude, il y a des points communs. Donc, euh, ils vont avoir l'impression de vivre à peu près la même chose, mais ils diront non, toi tu es encore dans la dualité, alors que moi je suis dans la non-dualité, plus personne n'existe, il n'y a plus rien en moi. Et l'autre tu diras non, mais toi tu n'as pas compris que tu n'as pas incarné et intégré la dualité pour passer à la triunité, la réconciliation des opposés. C'est alchimique. Mais dans le fond, ils auront des compréhensions similaires, des modes de perception similaires, même s'il y aura des désaccords. Quelqu'un qui est sur un sentier autre ou qui a choisi un sentier, mais en général, le sentier, il monte, et la plupart des gens, comme je te le dis, ils restent sur le plan horizontal. Donc, ils font le tour de la montagne, mais ils ne la gravissent pas. Donc là, si toi, tu parles de ton point de vue sur un moment donné où tu as pris un petit peu de hauteur et que tu commences à voir, même si tu te penses plus haut que ce que tu ne l'es, que tu commences à voir les choses à partir d'un point de vue beaucoup plus reculé, eh bien, la personne te dira non, là, je ne suis pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Si tu lui parles d'un lac comme une flaque, lui, il ne comprendra pas. Il est au pied du lac, il dit non, le lac, il est grand. Toi, tu le verras beaucoup plus petit, parce que tu le verras d'un point de vue supérieur, beaucoup plus haut.
Donc tout dépend du niveau d'évolution. C'est pas la religion, c'est pas la spiritualité, c'est pas le nombre d'années que j'ai passé dans une quête spirituelle, c'est mon niveau réel d'évolution, le niveau de développement de mon être. Si tu parles à un soufi et de ce que tu vis, si vraiment lui-même est un soufi véritable et qu'il a intégré les aspects de l'être, il verra de quoi tu parles. Il n'aura pas les mêmes mots, mais le fond de l'expérience sera le même. Si tu parles à un chrétien qui vit aussi depuis l'espace de l'essence, il te dira la même chose, il comprendra ce que tu vis, et ainsi de suite. Même si je le répète, on ne peut pas faire un globi-boulga de toutes les religions et dire c'est la même chose. Il y a quand même des choses très différentes dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le christianisme, dans la tradition occidentale, dans l'énéagramme, mais globalement, une personne qui chemine vraiment intérieurement va toucher des expériences qui sont les mêmes, des états de conscience qui sont les mêmes dans différentes religions et à différentes époques. Ce sont des états objectifs de conscience. Même il y a 2000 ans ou 3000 ans ou 5000 ans, dans une culture radicalement différente et avec des méthodes différentes, les personnes touchaient exactement les mêmes espaces, ces mêmes sentiments de gratitude, de, de bienveillance, d'amour total, de fusion avec l'être. Tout ça, on le retrouve absolument partout. Peu importe les différences extérieures des formes exotériques des traditions et des religions. J'ai réalisé que nous avons chacun notre propre vision de la spiritualité et de la réalité en général. Je comprends maintenant que chacun attirera et suivra la voie spirituelle qui lui correspond le mieux, exactement. Quelqu'un qui aspire vraiment à une évolution depuis les profondeurs de son être va trouver une voie qui va vraiment le faire évoluer, et quelqu'un qui recherche simplement une compensation psychologique à certains problèmes dans la vie matérielle va trouver une voie qui l'amènera exactement. On attire ce qui nous correspond. Bien qu'il ait été mon coach de vie pendant plusieurs années, cela ne signifie pas que je suivrai le même chemin spirituel que lui. Non, il t'a mis le pied à l'étrier, mais il y a un moment donné où peut-être que les perceptions divergent, et qu'en réalité, toi, tu aspires à autre chose de plus profond, là où lui se contente peut-être d'un aspect d'épanouissement psychologique, personnel qui lui convient. Ou peut-être que simplement, la direction spirituelle qu'il prend ne vibre pas avec celle que toi, tu prends avec celle qui te correspond, et que ça, voilà, il t'a préparé à autre chose, et puis ben, son travail, c'est de te laisser partir. Il y a un moment donné où l'enseignant doit laisser partir l'aspirant, s'il veut que le travail qui a été fait porte ses fruits. Il ne peut pas rester sous l'aile tout le temps de son aspirant. C'est comme j'ai des poules, quand les poussins sont petits, les poules sont extrêmement protectrices, elles les protègent, et plus ils grandissent, plus elles leur laissent d'autonomie, puis à un moment donné, elles les chassent complètement. Désolé pour la comparaison, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un enseignant digne de ce nom ne va pas garder ses élèves jusqu'à la fin de leur vie. Il va les chasser s'ils restent trop longtemps. Et je le sais, j'en ai fait les frais. Je me rends compte que je ne peux plus partager mes nouvelles croyances et ma perception actuelle de la réalité avec tout le monde. Ça, c'est fort possible, car nos perceptions sont trop éloignées. Peu importe mes efforts pour expliquer ce que je vis, ce que je perçois et ce que je comprends de la vie, les autres ne me comprendront pas toujours. Certaines personnes vont euh, dire qu'elles te comprennent ou croire qu'elles te comprennent alors qu'elles font référence avec ce qui est connu pour elles et qui est peut-être complètement différent. Et puis d'autres ne peuvent simplement pas comprendre ce que tu décris, de quoi tu parles, effectivement. Et d'autres vont peut-être comprendre. D'autres vont dire oui, mais moi aussi je vis la même chose, et souvent c'est faux. Ou parfois d'autres disent tiens, ce que tu vis, moi ça m'intéresse, comment je peux faire pour expérimenter la même chose. Certaines personnes penseront que je mène une vie ascétique et que je ne profite pas de la vie. Mais cela n'a pas d'importance car je poursuis un chemin de réalisation spirituelle qui correspond à mon essence et à mes véritables aspirations. Cet écart peut être source de solitude, mais il est aussi une indication de progrès. Pour un type 5, je ne sais pas. Parce que le type 5 a tendance à se couper des autres, à se sentir un petit peu supérieur. Parce que lui, il sait. Donc attention, ça peut être une cristallisation de ton énéatype. Mais ça fait partie du jeu. C'est un moment obligé. Mais attention, le but est que ce soit un passage et non pas de se cristalliser, de se crisper dedans. Il ne faut pas forcément se couper du monde, surtout pour un type 5.
Au contraire, accepter que les gens ne me comprennent pas et cesser d'essayer de leur expliquer ce que je vis. Pourquoi j'éprouve le besoin de leur expliquer mon niveau d'évolution si avancé. Quelle est la vraie motivation derrière? C'est ça que je te propose. C'est à ça que je t'invite. D'où vient ce besoin en toi d'absolument parler de ce que tu vis? Je vais prendre un exemple personnel. On m'a demandé à un moment donné d'enseigner et donc de parler de ce que je pouvais proposer. C'était plus de 15 ans après mon entrée dans ce groupe. Auparavant, hormis, parce que ça a été une demande aussi, à un moment donné, de commencer à dire maintenant, vous pouvez parler à des personnes que vous sentez réceptives à ce travail, vous pouvez leur en parler, mais c'était à des personnes choisies. Jusque-là, pendant 15 ans, je ne parlais quasiment pas de ce que je vivais intérieurement. C'est-à-dire que je suis dans une région où tout le monde se sent spirituel et puis se montre spirituel. Et puis quand j'ai commencé à parler de ce que je faisais, les amis que j'avais depuis plusieurs années étaient surpris parce que je n'en avais jamais parlé. Ils ne m'imaginaient pas du tout dans ce genre de positionnement et ils étaient à milieu de penser que je m'intéressais à la quatrième voie, que je suis mené depuis une quinzaine d'années dessus et que euh, j'avais reçu la demande de transmettre. C'est c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui me connaissaient dans mon quotidien, dans ma vie réelle, pas dans des artefacts que j'aurais pu créer de manière spirituelle. Donc, attention, qu'est-ce qui en toi a besoin absolument de parler de ce que tu vis? Parce que, je répète, les consignes quand on rentre dans un groupe de travail, c'est la confidentialité sur les pratiques. Et j'émets toujours un conseil qui est, vous, je vous conseille de ne pas parler de vos expériences intérieures trop tôt, parce qu'elles risquent de se disperser. Et vous voyez que les gens ne sont pas réceptifs. Jésus a dit, il ne faut pas donner des perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Il ne faut pas donner des perles aux pourceaux. Les personnes qui ne sont pas du tout réceptives à ça ne vont rien comprendre et peuvent même te juger très sévèrement, t'exclure, te bannir dans la religion par exemple. Peu importe mes efforts, non. Le chemin que j'entreprends doit être parcouru seul, accompagné jusqu'à ce que je devienne autonome. Oui, c'est vrai. Seul, mais sans se couper du monde. Attention. Mais seul dans le sens, garde ce que tu vis pour toi. À mon avis, je te conseille d'essayer de voir ce qui motive ce besoin d'en parler à tout le monde et est-ce que tu peux t'en passer? Est-ce que tu peux garder ces expériences pour toi, pour qu'elles puissent prendre racine à l'intérieur? Sinon, elles vont être déracinées et elles ne porteront pas les fruits qu'elles auraient pu porter. Et ça, je le répète souvent. Je le dis à chaque groupe, à chaque début de quand on commence, gardez, si possible, vos expériences pour vous, parce que tout ce que je verbalise s'extériorise, et si ça n'est pas solidement enraciné en moi, ça finit par se dilapider. C'est de l'énergie. Donc cette énergie a besoin de se condenser en moi. Quand elle est condensée, je peux en parler sans la perdre. Quand elle est encore volatile, si j'en parle, elle s'échappe. Je te suis, je suis très reconnaissant de t'avoir rencontré, Ludovic, car savoir qu'une personne bienveillante et très compétente m'accompagne dans ce chemin difficile me rassure et me réconforte. C'est un point important parce que on ne peut pas aller explorer toutes ces zones d'ombre, ces choses très difficiles en nous, si on ne se sent pas en sécurité avec la personne ou le groupe de travail avec qui nous sommes. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que l'essence ne s'est pas développée parce qu'elle a manqué d'un environnement de soutien, qui la reconnaissait pour ce qu'elle était. On lui a fait comprendre qu'elle n'était pas assez bien, pas à la hauteur, pas assez ceci, pas assez cela. Donc elle s'est auto-étouffée. Et puis la conscience a créé quelque chose qui correspondait plus ou moins aux attentes de l'environnement, soit en s'y soumettant, soit en s'y rebellant, mais c'est la même chose. C'est pas mon être réel. Je me suis adapté par soumission ou rébellion à un cadre extérieur en reniant ma réalité intérieure. L'essence n'a pas été soutenue. Donc le premier pas dans un groupe de travail, c'est de pouvoir créer un environnement qui permet un vrai soutien, qui permet à la personne de ressentir et de sentir une confiance totale. Alors elle peut laisser son monde intérieur émerger, ses traumatismes refoulés, ses peurs, ses blessures et son être réel. Elle peut être reconnue pour ce qu'elle est. Donc c'est un point très fondamental. Donc merci, j'accepte ta gratitude ou tes remerciements, ta reconnaissance, mais surtout tu pointes un point très important. Ultérieurement, l'environnement de bienveillance peut devenir un environnement de mise à l'épreuve.
Mais ça, c'est quand l'essence est suffisamment développée. Si un enfant, quand il commence à avoir 15, 16, 17, 18 ans, on ne le pousse pas un petit peu à prendre des responsabilités, etc., il va grandir moins vite. Mais si on le fait alors qu'il a 6 mois ou 3 ans, ça n'a aucun sens. Il y a des personnes qui font ça, hein. Je connais des personnes qui vont dans des stages de youtubeurs très connus, très très connus, et qui reviennent fracassés, fracturés, parce on les a poussés dans leur retranchement, on a détruit certaines choses qui les faisaient vivre, qui leur permettaient d'exister, sans avoir préparé au préalable le terrain et permis à leur véritable nature d'émerger. Donc là, ils se retrouvent en dépression et ils ne savent plus quel chemin prendre dans leur vie. C'est très dangereux. Ta guidance et ton soutien inestimable me sont d'une aide précieuse et je te remercie profondément. Je suis également reconnaissant envers mon ami et coach de vie qui m'a aidé et accompagné durant plusieurs années dans mon développement intérieur. Je ne le remercierai jamais assez pour son soutien constant et son engagement. Bah là, tu vois, hormis les choses un peu grandiloquentes que tu dis sur à quel point tu évolues, là, la capacité d'être reconnaissant et sentir une gratitude bienveillante envers une personne qui nous a aidés, c'est plutôt un bon signe d'évolution. Donc ça, c'est intéressant. Ma légende personnelle. Au final, j'ai pris la décision de suivre mon chemin spirituel en étant aligné avec mes valeurs et mes aspirations les plus profondes, car je souhaite vivre ma vie depuis mon être authentique. Effectivement, il y a une décision à prendre à un moment donné. Il y a une décision qui se passe d'abord dans la tête. Et ensuite, si tout va bien, si on persiste, elle se passe dans le cœur. Et si on persiste, elle se passe au plus profond de nous, au sein même de notre être. Alors, il n'y a plus grand-chose qui peut nous arrêter sur ce chemin. Tant que c'est pris dans la tête, c'est très compliqué. Quand ça commence à descendre dans le cœur, là, ça devient concret. Je travaille vraiment. Mais c'est encore fragile. Quand ça descend encore plus profondément et qu'il y a un alignement total, que tout en moi aspire à la même chose, alors je suis vraiment sur le bon chemin. Désormais, je vais être vigilant aux signes de l'univers qui se manifestent et sur tous les plans de ma vie, en prêtant attention aux moindres détails et en ayant une confiance totale en l'univers. C'est bon signe. J'ai développé, grâce à ma connexion à mon essence, une intuition profonde. Ça va ensemble. La guidance de l'essence. Cette intuition me permet d'interpréter ces signes avec clarté et de continuer sur mon chemin spirituel avec assurance et détermination. Cette confiance, elle est importante. Moi, je ne parle pas forcément de confiance en l'univers. Je n'ai pas cette impression que l'univers s'occupe de moi. J'ai pas, je ne dis pas que c'est pas vrai, c'est possible, mais disons que il y a une confiance profonde qui est un attribut de l'être, qu'on appelle la confiance primordiale dans l'énéagramme, au point 9, qui est le point sans lequel je ne peux pas évoluer. Parce que pour aller visiter ces zones de mon psychisme qui sont extrêmement douloureuses, qui me font peur, qui me terrifient, qui sont extrêmement inconfortables, s'il n'y a pas la confiance, qui est la source de la foi, l'origine de la foi, s'il n'y a pas la confiance en la bienveillance de l'instructeur avec qui je suis, du groupe et même de la vie, je ne pourrais pas y aller. Donc quand cette confiance, elle émerge, même si j'ai pas forcément besoin d'associer à quelque chose d'extérieur, mais on pourrait dire comme ça, l'univers, la vie ou Dieu est bienveillant, est profondément bienveillant. Si tu empêches ton enfant de traverser la route parce qu'il y a son ballon qui est parti et qu'il veut le chercher, tu le frustres. Il, il peut même penser que tu es méchant, que tu l'empêches de retrouver son ballon, et son ballon se retrouve éclaté par une voiture et il t'en veut encore plus. Il n'a pas conscience que tu l'as retenu parce qu'une voiture arrivait et qu'il aurait pu se faire écraser. Donc, même si certaines choses me paraissent très difficiles quand je suis dans un état identifié, où je peux trouver que la vie est injuste, que Dieu est injuste, en réalité, derrière ça, qu'on le veuille ou non, c'est une bienveillance. Et il ne tient qu'à moi de me relier à cette bienveillance. Et quand je perçois totalement que la substance même de la création, c'est de la bienveillance, c'est un amour sans condition, alors cette confiance primordiale, elle émerge spontanément. Je reconnais que l'univers, que Dieu, que la création, peu importe, est bienveillant, bienveillante. Et puisqu'elle est bienveillante, elle ne me veut aucun mal. Et comme elle ne me veut aucun mal, la confiance peut s'ouvrir. Confiance primordiale, parce que sans cette confiance, aucun chemin intérieur ne peut être mené à son terme. Je ne pourrai pas traverser les espaces les plus sombres de moi-même. En tout cas, ça sera beaucoup. Ils peuvent arriver par choc, ça ne dépend pas de moi. Mais si j'aspire à reconnecter mon essence, je répète, il y a des,
il y a vraiment des obstacles apparemment insurmontables, des choses extrêmement difficiles à éprouver que je dois rencontrer. Si j'y vais par mes propres moyens sans un choc de l'extérieur qui me fracasse, et il vaut mieux y aller comme ça, je ne pourrais pas y aller si je n'ai pas la confiance primordiale, tout simplement. N'est-ce pas finalement cela ma légende personnelle, cette mission de vie que je cherchais sans en connaître la réponse? Je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je t'avais répondu. Je réalise maintenant que cette mission est universelle, un appel profond pour chacun de nous. Paulo Coelho en a parlé dans L'Alchimiste et je comprends désormais la profondeur de son message. Tout comme le protagoniste de L'Alchimiste qui découvre que sa légende personnelle est en réalité un voyage intérieur, exactement. Je reconnais maintenant que ma propre légende personnelle consiste à embrasser pleinement mon essence et à vivre en harmonie avec l'univers. Exactement. Il ne reste plus qu'à l'actualiser, qu'à le manifester. Ludovic, je voudrais te remercier une seconde fois pour ton accompagnement précieux. Grâce à tes enseignements, j'ai découvert des vérités profondes et élevé mon niveau de conscience. Peut-être. Attendons de mettre à l'épreuve. Ta guidance m'a permis de m'aligner avec mon essence véritable et de faire des choix courageux malgré les défis. Là, c'est un signe d'émergence de l'essence. Faire des choix qui nous semblent difficiles, qui nous semblent des défis qu'on aurait pu éviter, mais décider d'y aller. Ça, c'est plus que des compréhensions et des vérités profondes. Ça, c'est un signe intéressant. Je suis infiniment reconnaissant pour ton soutien et ta bienveillance. Merci de m'avoir aidé à embrasser pleinement le chemin de la quatrième voie. Comme je le répète, c'est toi qui fais le travail. Je propose, tu disposes et tu t'es beaucoup investi dans ce travail. Tu as pratiqué énormément. Tu as montré une soif de connaissances, type 5, mais aussi une soif de compréhension et une soif de présence. Et c'est ça. Si j'arrive à trouver cette soif en moi qui aspire à être, si je peux te donner un conseil, par exemple, c'est d'arrêter pendant un mois ou deux d'accumuler des livres, de faire des traductions avec ChatGPT, etc. Et de vivre uniquement à partir de l'expérience. Ne plus chercher des confirmations, des connaissances, des vérités, mais juste l'expérience. Abandonne tout livre, qu'il soit en papier ou en numérique. C'est un conseil. Est-ce que tu es capable, pendant deux, trois mois, de faire une pause et de voir ce qui se passe quand tu te retrouves dans une absence de sollicitation intellectuelle? Là, c'est un défi. Voilà, c'est un défi que je te propose, c'est une épreuve. Comment tu te sens avec ça et est-ce que tu te sens capable d'expérimenter? Avec toute ma gratitude, X. Ça, c'était le premier témoignage. Et on va passer au deuxième témoignage est arrivé quelques jours après, il me semble. Il y a eu une semaine, peut-être une semaine entre les deux. Je déplace parce que sinon vous ne verrez pas. Bonsoir Ludovic. Désolé de vous envoyer ce témoignage aussi tard. C'est pas grave, c'est par mail. Je ne consulte pas mes mails la nuit. Je souhaite te partager ma dernière prise de conscience qui va profondément transformer ma manière d'aborder la vie et de m'engager dans la réalité. Attention, ça fait beaucoup, beaucoup de profondes transformations qui vont tout changer. Mais on va voir. J'ai réalisé quelque chose de fondamental sur l'origine de ma peur, de mon environnement extérieur et la façon dont elle a influencé mon comportement. Voici mon témoignage. Récemment, j'ai eu une discussion profonde avec mon ami et coach de vie sur l'état de mon évolution spirituelle. Donc c'est la suite de tout à l'heure. Mes prises de conscience et mes objectifs futurs. En lui partageant mes blocages réels, je croyais avoir atteint une compréhension complète de moi-même. Eh ben non, attention, hein, c'est bien sur quoi je t'avertis depuis le début. Me permettant ainsi de les surpasser pour atteindre mes buts. J'avais l'impression d'avoir effectué un travail intérieur profond. Pourtant, il m'a dit avec simplicité que je me voyais voiler la face, je pense, restant sous le jeu de ma plus grande peur, observateur passif plutôt qu'acteur engagé dans la réalité. Je, alors, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas eu un travail intérieur, c'est que le travail prend énormément de temps et que c'est pas parce qu'on a passé une couche et qu'on vit des ouvertures qui ont l'air extraordinaires que ça y est, on a atteint un niveau avancé. On est qu'au tout début. On est vraiment qu'au tout début. C'est l'apéritif. Donc, il n'a pas tort. Et c'est ce que j'essaie de te dire, attention de ne pas te couper de l'extérieur du monde et de t'enfermer dans ton mécanisme de 5. C'est un petit peu ce qu'il te renvoie là. Cette révélation m'a frappé. Il n'avait pas tort. Je m'étais laissé piéger par mon mental. C'est ce que j'ai essayé de te dire.
Et c'est bien quand plusieurs personnes nous le disent ou quand parfois on a besoin d'entendre plusieurs fois, surtout plusieurs sons de cloche, à voir. Consacrant toute mon énergie à la compréhension théorique de la quatrième voie, négligeant ainsi l'engagement concret dans la réalité. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai voulu. Je n'avais pas lu, hein. Je n'avais pas du tout lu. Euh, donc, c'est ce que j'ai voulu te dire quand je te dis attention à ne pas te couper, parce que ce que tu manifestes, c'est simplement la propulsion du 5 et pas une évolution vers le 8 qui va au contraire savourer la matière, se plonger dans la matière. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de te dire en te proposant ce défi de cesser de regarder, de lire plein de livres pour alimenter cette soif de savoir et justement entrer dans cette soif d'être. L'être n'a pas besoin de toutes ces connaissances. Tu en as acquis largement trop pour plusieurs vies. Donc, il pourrait être même possible d'arrêter complètement jusqu'à ce que les choses, tout ce que tu as lu puisse s'intégrer. Et là, il y a du travail. Là, il va falloir plusieurs vies, je pense. En tout cas, plusieurs décennies. Donc, je rejoins ce que dit ton coach, ton ami. Ce piège mental m'avait offert une sécurité illusoire, un échappatoire pour éviter de m'engager pleinement dans la vie. La quatrième voie nous enseigne que le mental, sans l'équilibre des santé émotionnelle et physique, peut devenir une prison. Il l'est déjà, c'est ça le problème. Et il se manifeste dans ma quête. C'est ce que j'ai essayé de te dire aussi. Le mental va récupérer ma quête spirituelle. Elle peut être sincère à l'origine, mais elle mélange des aspects de compensation de mon moi et une véritable aspiration de mon être. C'est un petit peu mélangé. Et puis ce moi va récupérer la quête et l'aspiration de l'être pour la faire sienne, pour nourrir ses propres aspirations, pour nourrir son illusion. Comprendre, observer, analyser, tels sont les aspects de la vie. Pas que ça. Là, on est dans le mental. Mais s'engager dans la réalité est tout autre. Mon ami a révélé que derrière ma peur du vide se cachait une peur plus profonde, une peur instinctive de la mort. Ça, c'est ce que je dis à longueur de temps, dirigeant tous mes comportements en mode survie. Cette révélation a brisé une partie de ma conscience, me montrant que j'étais prisonnier de mes propres mécanismes de défense. Eh bien, tu peux le remercier. C'est, je pense, j'essaye de pas trop forcément dire, mais peut-être que c'était dans la discussion, que c'était juste, et il t'a pointé derrière la peur du vide, chez le CYP 5, et chez tous les types, de toute façon, se cache la peur de l'anéantissement. Donc, plus que la mort, c'est de la mort et de l'anéantissement. Et que le 5 rempli par des connaissances. Donc là, tu as ouvert l'aspect émotionnel, déjà, c'est sûr, tout au long de tes témoignages et ce que tu dis dans les ateliers. Et l'aspect émotionnel, tu as commencé à le visiter. Tu as commencé aussi à visiter l'aspect concret, mais tu te réfugies énormément dans j'ai compris ceci, ça va produire une profonde transformation. Non, mes concepts ne vont produire aucune transformation. Les transformations, elles opèrent dans le monde matériel. Elles n'opèrent pas dans ma tête. Et euh, derrière cette peur, et on voit encore ce besoin de remplir de vide par toutes les lectures que tu absorbes, tous les livres, tout. Il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont, j'ai l'impression, des choses que tu as lues et que tu as assimilées mentalement, mais que tu n'as pas forcément encore assimilées dans ton être. La profondeur de ces paroles a provoqué en moi un rappel de soi intense, tant mieux, me montrant que j'étais encore piégé non seulement par la mécanicité, mais par un niveau plus fondamental, l'instinct et la peur de la mort. Exactement. C'est pour ça que je dis attention avec les discours un peu grandiloquents sur le niveau d'avancement que tu penses avoir atteint. Attention, c'est l'orgueil qui parle et c'est une illusion. Ce que l'on redoute le plus, c'est de voir la vérité telle qu'elle est. Georges Ivanovitch Gurdjieff, fragment d'un enseignement inconnu. Je suis complètement d'accord. C'est ce qu'on redoute le plus et c'est ce qui fait le plus mal. Surtout la vérité qui nous concerne, nous. J'ai réalisé que j'ai traversé cette peur, que je pouvais la transcender et surtout que je devais cesser de me laisser contrôler par elle. À un certain niveau, parce qu'il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs niveaux de contact avec cette peur. Donc attention, attention, je répète. Et je le répète à longueur de vidéo, de tes témoignages depuis un certain temps. Fais vraiment attention à cet orgueil qui se manifeste, qui est très fort chez le 5, qui a compris quelque chose et qui pense que ça y est, il l'a vécu. Attention, Hélène Palmer parle du 5 en disant que le 5 qui cherche à évoluer, il devient ce qu'elle appelle un Bouddha non illuminé. Il a tout compris, il a plein de vérités, plein d'insights, mais il n'a pas été transformé. Et la transformation, ça prend du temps.
Cette prise de conscience m'a apporté une force et une confiance renouvelée. J'ai décidé de m'engager pleinement dans la réalité car j'ai vu l'illusion dans laquelle je vivais. Je ne voulais plus perdre du temps précieux, des années précieuses de ma vie sans vraiment vivre. J'ai compris que chaque instant est précieux et ne doit pas être gaspillé. Le temps, la vie humaine est précieuse et le temps est précieux. Et le temps qu'on passe à fuir est un temps qui est perdu pour l'âme, pour la conscience. J'ai le sentiment d'avoir vécu un deuxième rappel de soi, tel que décrit dans la loi d'Octave 7, ouvrant un nouveau champ de conscience. Le rappel de soi est l'éveil à une autre dimension de la réalité. Oui, ça vient encore de fragments d'un enseignement inconnu. Cela m'a permis de voir que l'analyse et l'observation excessive étaient des prisons mentales, et oui, et surtout pour un type 5, m'empêchant de vivre pleinement. J'ai décidé de ne plus dédier tout mon temps à l'enseignement de la quatrième voie, mais de l'intégrer dans ma vie active comme une partie de moi, comme aller faire des activités sportives ou rencontrer des amis. C'est exactement ce que je préconise. D'ailleurs, c'est ce que je te dis en te disant arrête de lire et expérimente la vie directement. Arrête de t'accrocher à cette béquille qui te permet de faire un intermédiaire entre la vie et toi et rentre profondément dans la vie, dans la sensation de la vie. Va éprouver la vie, va éprouver la rencontre avec les autres. J'arrête, je n'arrête pas de répéter que la pratique de la quatrième voie se matérialise dans la vie quotidienne, pas chez soi sur son ordinateur ou dans ses livres. C'est une fuite, c'est une illusion. Le rappel de soi se pratique en friction avec le monde extérieur. Quand je vais faire mes courses, quand je suis en famille, quand je fais un repas, quand je suis au travail, quand j'ai un conflit avec un collègue. C'est là qu'on travaille la quatrième voie. C'est pas dans un livre et c'est pas devant un ordinateur. Pourquoi je garde des activités autres que cette activité de transmission via YouTube ou dans les groupes pour garder un contact avec la vie réelle. Sinon, là, on peut vite s'illusionner. La quatrième voie doit devenir un soutien, pas une entrave. C'est pas une entrave, c'est le mental qui choisit de fuir, qui interprète la quatrième voie à sa manière ou n'importe quel enseignement, et puis se nourrit compulsivement de la manière dont il veut bien percevoir la quatrième voie ou tel enseignement. La quatrième voie donne des outils pour évoluer intérieurement et nous dit clairement qu'elle se pratique dans la vie active. D'ailleurs, la quatrième voie est souvent réservée à des personnes qui ont déjà une activité, une vie réussie, sur le plan professionnel notamment. Si je n'arrive pas à bâtir ma vie professionnelle, à faire face à toutes les difficultés et que je fuis en disant je suis contre le système, moi je suis libre, etc., je suis simplement incapable de bâtir ma vie. M. Grosjev disait que la quatrième voie était faite pour les obivatels, les paysans, ceux qui produisaient et qui étaient capables de subvenir à leurs besoins de leur famille et même aux besoins de leur communauté. Donc, des gens qui ont les pieds sur terre, qui ont un peu le bon sens paysan, à qui on ne la fait pas. Il disait qu'il pouvait ruser et avoir tout le monde. Après, il disait non, sauf les gens qui font vraiment un travail artisanal, un travail dans la matière. Ceux-là, je ne peux pas les avoir. Ceux-là, ils sont les pieds sur terre. Ils ne se laissent pas compter. Ils ne s'en laissent pas compter. Petit ajout pendant le montage, désolé pour le son n'est pas super bon. J'ai dû réduire au minimum, au maximum les bruits de fond. J'espère que ça suffira. Là, c'est un son normal. Petit ajout parce que j'ai peur que ce soit mal compris, ce que je voulais dire par là. Il ne s'agit pas de réussir professionnellement une carrière ou financièrement, mais simplement d'essayer de subvenir à ses besoins. Et parfois, c'est difficile. Parfois, on a des difficultés. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question que certaines personnes se retirent de toute vie et vivent des aides sociales, par exemple, ou d'une forme d'assistanat, ou d'une forme de d'autres qui subviennent à leurs besoins, et d'autres essayent de, avec réussite ou pas, mais essayent de se manifester dans la matière. Il faut bien être conscient qu'en France, c'est très difficile. Dès qu'on veut être un petit peu indépendant, les charges qui nous sont euh, demandées sont colossales. Donc il faut tenir compte du contexte. On n'est pas dans le même contexte qu'à l'époque de M. Grosjean ou dans un autre pays. Nous sommes un pays euh, sûrement le plus taxé, surtout sur les petits entrepreneurs. Donc la question c'est, est-ce que j'essaye de subvenir à mes besoins, même si c'est difficile, même si j'ai du mal à finir les fins de mois, mais d'être celui qui subvient à mes besoins en tant qu'artisan, même en tant que salarié, peu importe, ou est-ce que
j'attends que d'autres subviennent à mes besoins. Si j'attends que d'autres subviennent à mes besoins et que je vis très bien comme ça, c'est difficile de mettre en place un travail intérieur parce que j'ai besoin d'avoir une base solide. Et la base solide ne vient pas d'une réussite financière, une réussite de carrière. Elle vient du fait de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains dans la terre, et que ce soit sous forme d'une profession, d'une association, peu importe. Parfois, il y a des gens qui sont bénévoles, mais qui sont engagés dans un projet et qui réussissent à se lever tous les matins, à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, etc. C'est ça dont il est question. C'est la capacité de dépasser mes envies du moment. Je suis fatigué, je ne vais pas travailler. Je suis malade, je ne vais pas travailler. Quand on est à son compte, par exemple, on est malade ou pas, on va travailler. Cette capacité à dépasser la sphère instinctive et l'inertie du corps parfois pour développer cet embryon de volonté. Volonté qui, je le répète, est un attribut de l'être. Mais ça n'est pas la même volonté que la volonté ordinaire, qui permet de réussir dans le monde. Mais cette volonté euh, que je mets à l'épreuve dans le monde devient un embryon pour pouvoir toucher la volonté supérieure qui appartient à l'être et qui est cette notion de cap. Que même si je fais des contours, des détours, je me dirige vers mon cap. Même si je mets 2 fois ou 3 fois plus de temps que prévu, je me dirige vers mon cap et j'encaisse, j'intègre et je dépasse les difficultés. Et je ne parle pas que des choses considérées comme productives. Un métier, une association par exemple, ou une femme qui a élevé par exemple ses enfants, elle n'est pas productive sur le plan de la société, elle est extrêmement productive en réalité sur le plan de la société parce qu'elle élève des enfants et quand on dit élever des enfants, c'est transmettre des valeurs, transmettre des vertus, transmettre des qualités, des savoir-faire. Donc c'est ça pour la société, c'est un énorme cadeau en réalité. Et les personnes qui sont parents et qui sont investies dans le rôle des parents, on sait très bien que on doit se décentrer de soi-même pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Donc c'est extrêmement riche aussi pour préparer un terrain pour un travail intérieur. Et je prends des exemples, mais il y a d'autres exemples. La question, c'est est-ce que je suis capable de me décentrer de moi et de mes peurs, ce qui me bloque, etc., de ce qui me retient, de l'inertie, de la paresse, pour manifester des choses avec un certain objectif et essayer d'atteindre cet objectif. Réussir à avoir un travail, être artisan, être à mon compte, garder un travail même salarié, m'occuper de mes enfants, etc. Une association, etc. Parce que j'ai vraiment constaté que les personnes qui ont un projet dans leur vie ont n'ont pas forcément la place, parce qu'elles sont très occupées par exemple, elles ont un travail, elles sont très investies dans tel domaine, elles n'ont pas vraiment la place, et pourtant elles trouvent la place pour mettre en place le- les outils demandés. Et certaines personnes qui ont tout l'espace parce qu'elles n'ont pas forcément de travail, soit qu'elles vivent d'un héritage, soit qu'elles vivent de leurs réserves, soit qu'elles vivent des aides sociales, ont d'énormes difficultés à mettre en place ces outils et à évoluer. C'est un constat que je fais depuis, j'ai accompagné en tout plus d'une centaine de personnes ces 6 dernières années. C'est un constat. C'est pas automatique. Les personnes qui ont une activité ne vont pas forcément évoluer. Et des personnes qui sont sans activité ne vont pas forcément automatiquement rester bloquées. Mais c'est quand même une très très grande majorité. Voire il y a simplement des exceptions. Et donc, je comprends tout à fait pourquoi M. Gurdjieff parlait des obivatels. Lui, il va faire beaucoup des intellectuels, mais il les a ramenés à un niveau très matériel. Il leur a fait faire des travaux physiques, parfois épuisants, pour les ramener dans le corps et dans la réalité concrète. Parce qu'en réalité, les gens intellectuels ne sont pas forcément intelligents. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les personnes avec un haut niveau de bagage intellectuel étaient souvent beaucoup plus manipulables que les autres et faisaient preuve de moins d'intelligence. Ce sont des expériences en psychologie ou en sociologie qui montrent que dans une même situation, une personne avec un plus faible niveau d'instruction a montré des capacités d'adaptation et d'intelligence euh, largement supérieur à des personnes qui étaient surdiplômées. Pourquoi? Parce que pour obtenir des diplômes et gravir la société de manière scolaire, il faut être capable de s'adapter à ce qu'on attend de nous. Donc, d'être quelque part un peu formaté. Alors que quelqu'un qui
qui est artisan et qui doit faire face à des problèmes de plomberie ou d'électricité tous les jours, il est obligé de développer une créativité, de comprendre que ce que j'apprends à l'école, là, ça marche pas. Donc j'ai besoin de comprendre où est le problème et de trouver des solutions au problème. Donc il n'est pas question d'intellectualité dans ce travail, mais plutôt d'intelligence. D'intelligence de la tête, intelligence du cœur, intelligence du corps. Je dois vivre ma vie pleinement et utiliser cet enseignement comme une aide et non comme une finalité. La finalité, c'est toi-même, c'est les retrouvailles avec l'être. La quatrième voie, c'est l'outil. Et la vie extérieure dans laquelle on doit rester intégré, c'est le matériau. Donc, la finalité, c'est de se retrouver soi-même, d'enlever tout ce qui est faux en moi et de retrouver ce qui est vrai. La quatrième voie donne les outils dans lesquels rien n'est possible et le monde extérieur qui jusqu'à maintenant contribuait à mon identification va maintenant me servir à mon éveil intérieur. Je ne dois surtout pas fuir le monde extérieur, couper mes relations, arrêter mon travail, vivre dans une grotte. Quelle que soit dans une grotte, ça peut être sur un livre ou sur un ordinateur. Me couper du monde. Je dois rester exactement là où je suis. C'est ces conditions de vie qui m'ont conduit au travail, donc c'est ces conditions de vie qui vont me permettre de réaliser le travail. Le reste peut être une fuite. Donc effectivement, l'enseignement n'est pas une finalité, c'est un outil. L'outil ne peut être une finalité. Et la manière, ce sur quoi l'outil doit être travaillé, c'est moi dans le monde extérieur. Vivre dans le présent, m'engager dans ma vie quotidienne, c'est là que réside la véritable libération. J'ai compris que comprendre ma vie, c'est intéressant, n'est pas vivre ma vie. Ça, tant mieux. Deux mondes s'ouvrent maintenant à moi, celui du mental, de l'ego rempli de mécanismes de défense, et celui vaste et infini de la présence sans dualité. Je dirais la présence qui intègre la dualité. Intégrant la dualité, ne niant plus la réalité et intégrant les deux aspects de la dualité, le plus et le moins, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, si je réunifie, il y a une vraie unité, une non-dualité, mais pas une négation de la dualité. Le vrai bonheur est dans la vie du présent. Encore Gurdjieff, fragment d'un enseignement inconnu. Dans cet espace de présence, je parle souvent d'un espace, parce que c'est un espace. Nous construisons notre vie, découvrirons nous construirons notre vie, découvrirons de nouvelles expériences et compétences guidées par les qualités de l'essence, comme la bienveillance, l'amour inconditionnel et la joie. Attention, c'est beaucoup en esprit, c'est déjà des anticipations, c'est déjà du mental. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que je me suis coupé de la vie et simplement me dire, je vais retourner dans la vie sans déjà produire dans mon esprit tout ce que ça va produire chez moi. C'est encore et déjà une suite. Les jours suivant ce rappel de soi m'ont permis de constater que je vivais dans une nouvelle octave de conscience. La loi d'octave 7 représente notre champ de conscience un espace où se trouvent nos connaissances, nos croyances, désirs et objectifs. La loi d'octave, c'est plutôt une loi une force qui met les choses en mouvement. Elle ne représente pas forcément notre conscience, notre champ de conscience, mais ce qui se manifeste dans notre conscience. Notre conscience est quelque part libre de la loi de 7 et même de la loi de 3. Notre conscience perçoit ses forces comme des phénomènes et perçoit que tout obéit à ses forces. La conscience en est libre et en même temps non. Elle utilise pour sa propre croissance ses lois. Chaque octave, selon moi, délimite notre territoire connu, englobant tout ce que notre conscience peut appréhender de nous-mêmes et de notre environnement. Nous naviguons dans cette octave actuelle, explorant des choses que nous connaissons déjà. Le premier rappel de soi, dans la quatrième voie, nous aide à maintenir notre progression lorsqu'un ralentissement ou une régression se produit. Attention, on dirait ce que dit ChatGPT à propos de la quatrième voie. Nous ne pouvons pas accéder à l'octave suivante parce que nos mécanismes de défense nous bloquent. Notre mental et l'ego nous empêchent de voir des réalités plus vastes. Passer à une nouvelle octave requiert de vivre intensément le deuxième rappel de soi, d'expérimenter et non seulement de comprendre. Je ne vois pas la différence entre ce que tu appelles le premier rappel de soi ou le deuxième rappel de soi. Dans le diagramme, il y a un choc. Premier choc, deuxième choc. Le rappel de soi, c'est le premier choc.
Le rappel de soi connaît différents degrés de profondeur et d'approfondissement, en termes de quantité dans laquelle je peux maintenir le rappel de soi, et en termes de qualité, de profondeur du rappel de soi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le premier choc est en réalité un choc qui permet une transformation de certaines substances en nous qui viennent directement nourrir notre âme. C'est l'aspect alchimique de la quatrième voie. Le rappel de soi, il sert en fait à ça. Bien sûr, le rappel de soi permet des prises de conscience, permet une véritable observation de soi. Mais derrière, en arrière-plan, plus profondément, tout a besoin de nourriture, tout est soumis aux lois, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mon corps se développe grâce à des nourritures qui lui correspondent, et mon âme se développe grâce à des nourritures qui lui correspondent. Ces nourritures ne peuvent être produites par l'organisme que grâce à ce qu'on appelle le rappel de soi. Tout ça, je le développerai dans la série C ou dans le tome 2. Il est déjà accessible dans le tome 2, pour ceux qui ont lu le tome 1. Chaque matin, je me mets en état de présence, alignant mes trois centres, et commence ma méditation pour sortir de cette prison mentale. La liberté intérieure commence avec la maîtrise de soi. Gurdjieff, fragment de l'enseignement inconnu. Je ne me rappelle pas qui a dit ça, mais c'est exactement ça. Sans une maîtrise de nous-mêmes, il n'y a aucune liberté. Je suis soumis à mon ego. Je suis soumis à mes instincts, à mes passions, à mes pulsions, à mes émotions, à mes croyances. Je suis soumis à tous ces phénomènes qui se meuvent en moi et qui ne sont pas moi. Je me rappelle les paroles de mon coach et me connecte à mon désir de vivre pleinement à travers mon essence. Cette discipline m'aide à surmonter la mécanicité et à vivre dans le présent durant toute ma journée. Oui, c'est vraiment une pierre que je pose chaque matin. Si je retombe dans ma mécanicité, je me retrouve extrait aussitôt. En effet, mon essence utilise toutes mes ressources pour m'extraire de ma mécanicité, transformant mes connaissances et mes expériences en outils de libération. Ce n'est plus moi qui fais tout le travail, mais mon essence qui utilise le savoir intérieur pour m'aider à transcender mes limitations, à harmoniser mes centres et vivre en accord avec ma véritable nature. Disons que quand on a commencé à nourrir cette essence, elle commence à devenir de plus en plus active et elle participe. C'est-à-dire que je crée des moments de rappel de soi qui sont volontaires et qui sont nécessaires, force active, mais force passive, je connais des moments de rappel spontané. Je m'identifie et au moment où je m'identifie, je me vois en train de m'identifier, c'est-à-dire que mon essence se réveille et elle me rappelle à elle. Donc elle participe à mon travail extrêmement activement, beaucoup plus activement que je pourrais l'imaginer. Sauf qu'au début, je ne lui laisse pas la place. Le travail, c'est de lui laisser la place, complètement, totalement. De mon côté, j'ai fait un choix radical. J'ai cessé de nourrir mon mental par cette compulsion incessante d'observer et d'analyser, cette fixation mentale qui contrôle absolument tout, mon fonctionnement conscient, car lorsque je suis dans un état de pleine conscience et de présence, je peux percevoir directement mon monde intérieur et extérieur grâce à une qualité essentielle de mon être, l'omniscience sacrée. Et donc, tu n'as plus besoin de tes livres. Donc, abandonne aussi tes livres. C'est un défi, c'est un challenge. Tout est là, tout est là. Je n'ai besoin d'absolument aucun livre. Les livres sont des outils sur lesquels je me raccroche et qui servent à nourrir ma compulsion, surtout si je suis de type 5. Mais moi qui ne suis pas 5, j'avais cette même. J'ai lu des quantités de livres, j'ai lu probablement des centaines de livres, plutôt en centaines de livres. Mais c'était une fuite. Je quittais le monde en tant que neuf qui ne me convenait pas pour me perdre dans ces livres spirituels qui nourrissaient quelque chose en moi, mais qui en même temps constituent une fuite. Et cette nourriture, tu peux la trouver ailleurs que dans les livres. Tu peux la trouver dans tout ce qui t'est proposé ici et maintenant par la vie. Le coucher de soleil, les bruits, l'environnement dans lequel tu es, les personnes que tu rencontres. Donc vraiment, cette invitation, si tu es vraiment en contact avec l'omniscience sacrée, alors tu n'as plus besoin d'aucun livre. Tu as tout le savoir accessible à l'homme, disait M. Gurdjieff. Alors, laisse tomber les livres, pendant 3 mois au moins. Je prends conscience que ceux qui s'efforcent de lutter contre leur résistance intérieure à travers la discipline pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés se livrent à une bataille incessante contre leur propre mental. Cette lutte épuise l'âme. C'est pour ça que je dis souvent de ne pas forcément être dans la lutte.
pas non plus dans l'absence de lutte. C'est de l'aïkido. C'est pas du karaté, c'est pas du MMA, sport de combat ou de la boxe thaïlandaise, c'est de l'aïkido. On respecte la personne en face, on n'est pas dans un, ça n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Maintenir un effort quotidien pour déjouer les ruses du mental peut mener, dans les cas extrêmes, à la dépression ou à d'autres pathologies mentales. Ouais, peut-être. En tout cas, ça peut renforcer le mental. À un certain point, nous pouvons nous retrouver à abandonner nos objectifs, incapables de poursuivre notre discipline, car vouloir vaincre notre mental sans un travail intérieur profond est illusoire. Ça, c'est sûr. Même en cherchant à commencer par de petites actions, notre mental, astucieux et vigilant, cherchera toujours à nous auto-saboter. C'est son travail, il est là pour ça. Une aspiration profonde peut nous animer, mais cela ne garantit pas que nous maintiendrons nos nouvelles habitudes sur la durée. Non, c'est là où c'est difficile. L'aspiration, elle peut être un feu de paille qui s'éteint très vite, ou alors un feu qui, que je vais alimenter, qui va être continuellement alimenté et qui va brûler mon identification. Mais mes efforts conscients sont nécessaires pour alimenter ce feu. Ne pas m'enflammer trop vite, ne pas m'emballer et faire ce que j'ai à faire ici et maintenant, ne pas me croire arriver trop vite dans des transformations, des compréhensions, des vérités, ne pas projeter sur ce que je vais vivre. C'est pour toi que je dis ça. Dans telle ou telle situation, les vivre avec simplicité. Avec simplicité. Et Édouard Salim Michael a dit, et c'est exactement ce qu'il en est, il y a deux monnaies spirituelles, l'attention, donc un travail de vigilance et de présence, et la patience, la persévérance, parce que c'est très long. Je ne cesse de répéter, y compris à travers cette vidéo, que le travail de transformation est très long. Je sais que tu penses avoir vécu d'énormes transformations en quelques mois, c'est déjà intéressant ce que tu as vécu. Mais attention, tu pars sur un marathon, ce n'est pas un sprint, et ça va durer très longtemps. Et attention que ce ne soit pas un feu de paille qui s'éteigne aussi vite qu'il est apparu. Il faut travailler sur le fond. Il faut allumer un feu à partir de choses qui sont plus difficiles à brûler, mais qui se consument très lentement et qui permettent de tenir dans la durée. La véritable transformation ne réside pas dans la lutte constante, mais dans la reconnexion avec notre essence intérieure. Oui. En embrassant pleinement chaque instant avec une présence consciente, nous découvrirons une clarté qui transcende les vieilles habitudes et les schémas de pensée limitants. Attention, tu parles comme un livre. Tu projettes sur ce que tu vas découvrir. Peu importe, il faut être comme un enfant, vierge d'attente, vierge de projection, disponible, sans attente et sans refus de ce qui m'attend. L'observation de soi et le rappel de soi sont cruciaux dans ce processus. L'observation de soi nous permet de voir nos mécanismes inconscients à l'œuvre, tandis que le rappel de soi nous aide à rester ancrés dans notre essence véritable, loin des illusions de l'ego. C'est vrai, mais attention, tu parles comme un livre. C'est dans cet engagement profond avec notre être que nous trouvons la force de naviguer à travers les défis, non pas par la simple volonté, mais par une compréhension plus subtile et complète de nous-mêmes. C'est là que réside la différence entre ceux qui prônent la discipline volontaire pour dépasser leur résistance intérieure et ceux qui s'engagent dans un travail conscient. Attention, la discipline fait partie de la quatrième voie, mais disons qu'elle n'est pas suffisante et qu'elle n'est pas, elle ne doit pas être rigide. Elle doit être bien comprise et bien conduite. C'est la voie du fakir. Tu dois te rappeler, voie du fakir, voie du moine, voie du yogi. La quatrième voie inclut des, des aspects de chacun de ces, de ces niveaux. Et donc, la quatrième voie inclut, dans certaines limites, une partie de la voie du fakir, notamment le développement de la volonté. Mais cette discipline doit conduire à l'éveil de la volonté de l'essence, une volonté qui n'est pas rigide, qui n'est pas contrôlante, qui n'est pas crispée, une volonté qui est la même volonté que le bateau qui suit son cap et qui, même s'il il rencontre des tempêtes, des vagues, des difficultés ou des rochers, il contourne, mais il continue. C'est une volonté à la fois extrêmement ferme dans son cap et extrêmement fluide dans la manière de naviguer à travers les éléments et les événements de ma vie. La discipline seule peut conduire à l'épuisement, c'est vrai,
mais l'épuisement peut parfois être nécessaire pour certaines personnes. Tandis que le travail conscient, basé sur l'observation de soi et le rappel de soi, mène à une transformation durable et profonde. Oui, elle doit inclure la discipline, mais pas comme une fin en soi. Et parfois, la discipline, il y a des personnes, moi j'accompagne des personnes dans des groupes qui n'ont aucune capacité à mettre en place la discipline, c'est pas grave. On travaille d'une autre manière et un jour ou l'autre, ils comprennent de l'intérieur pourquoi ils ont besoin de mettre en place une discipline. Ils voient que ce qu'ils arrivent à toucher reste éphémère parce que le terrain n'a pas été travaillé par cette discipline. La discipline est un moyen, elle n'est pas une fin en soi. Et elle peut être intégrée plus tard. Tout dépend des gens, il faut individualiser. Actuellement, je m'engage dans la réalité, tant mieux, malgré les obstacles intérieurs et extérieurs. Vivre pleinement ma vie est devenu une source de joie profonde. L'enseignement de la quatrième voie reste essentiel, mais intégré dans ma vie de manière équilibrée, comme une habitude essentielle à mon épanouissement. Je ne sais pas ce que tu entends. C'est intéressant parce que tu disais juste avant que tu allais dans les défis et avec courage et malgré les résistances. Et puis là, on sent que c'est pas si simple que ça. Que tu le fais, maintenant tu le fais, ou tu essayes de le faire, et que là tu es vraiment face à des obstacles intérieurs et extérieurs. Dans le témoignage plus haut, tu avais déjà dit ça, mais comme si tu l'avais déjà dépassé. Là, on sent plutôt que tu commences à le rencontrer. En fait, quelque part, la quatrième voie, l'enseignement, c'est-à-dire l'éveil intérieur, doit devenir l'aspect le plus important de notre vie. Sinon, c'est ce que tu as dit, il y a une décision à faire. Est-ce que je vis ma vie en fonction des désirs de mon mental, de mon ego, ou est-ce que je vis ma vie en fonction de cette aspiration à être que je ressens à l'intérieur? Donc, si je n'arrive pas à faire que cet être devienne ma priorité, il ne se passera rien. J'aurai des expériences, j'aurai des compréhensions, je vais découvrir peut-être ce que j'appelle des vérités, mais il n'y aura pas de transformation véritable. Donc, je pense que tu voyais l'enseignement comme une compréhension et comme une absorption de plein de connaissances et de plein de choses et de plein de livres. Et ça, effectivement, c'est pas ça la quatrième voie. La quatrième voie, c'est de, de vivre sa vie en conscience, avec les outils de l'observation de soi et du rappel de soi, mais intégré dans mon fonctionnement quotidien et pas comme un autre monde que je crée à part, dans lequel je vis des expériences, mais que je n'applique pas forcément dans tous les aspects de mon quotidien. Je tiens à te remercier profondément pour ta guidance et ton soutien constant. Tes conseils et surtout ton enseignement pratique à travers tes ateliers m'ont aidé à briser des barrières internes que je ne pouvais pas voir. Ta présence dans mon voyage spirituel est inestimable et je suis immensément reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir aidé à trouver le chemin vers une vie plus consciente et épanouissante. Attention, on n'en est qu'au début, je le répète. On n'en est qu'au début. Donc, en guise de conclusion, attention à cette accumulation de savoir. Par exemple, tu as découvert cette nouvelle approche, l'approche diamant, l'approche d'Ishazo, et tu as accumulé énormément de livres sur le sujet, tu as dévoré énormément de livres sur le sujet. Donc là, on est encore dans la compulsion du type 5. Et pour conclure, je vais faire un petit tour de certains mécanismes du 5 pour éclairer tout ça. On va commencer par les compulsions. Soit savant, soit compétent. Donc, il y a vraiment dans ton témoignage et dans ce qu'on a pu voir ensemble ce besoin de savoir. Tu découvres un nouveau champ d'expérimentation de l'énéagramme et plutôt que juste te laisser porter dans l'expérience, tu vas chercher énormément de connaissances. Et compétent pour montrer à quel point tu avances plus vite que les autres, à quel point tu as des grosses prises de conscience et des vérités. Donc, on est encore dans le domaine du type 5 et des expériences. C'est ce besoin d'être savant et d'être compétent. Et pas juste de se laisser porter dans le travail intérieur d'éveil à soi-même et de d'expérimenter. Ce besoin de toujours savoir, remplir l'esprit de savoir et montrer à quel point on est compétent. Vu que j'ai compris, j'avance vite, je suis plus avancé, j'ai des grandes expériences, j'ai des grandes découvertes, des grandes évolutions, etc. On est dans la compulsion du 5. Attention. Le corollaire de ces compulsions, c'est la force active et la force passive, c'est l'évitement. L'évitement du vide. Donc, je découvre un nouveau champ d'expérimentation que je ne connais pas. Ça réveille cette appréhension du vide. Donc, je vais chercher des connaissances. D'où la compulsion, il faut que tu saches.
et que tu montres que tu es compétent pour combler ce vide. Il y a encore pour moi cette notion d'évitement de vide qui se manifeste très clairement dans cette nouvelle relation avec l'enseignement. Ensuite, les désirs primordiaux, qui sont en fait là pour compenser la peur primaire. On va y venir tout à l'heure. Le désir primordial du type 5, c'est être compétent. Être compétent, c'est ma manière de faire taire ma peur originelle, qu'on va voir tout à l'heure. Donc rappelez-vous bien, être compétent pour le 5, c'est la manière de faire taire la peur originelle, de l'étouffer. Donc on retrouve beaucoup dans ton mécanisme ce besoin de montrer que, et d'être compétent et de le montrer. C'est une manière de te rassurer, possiblement. Et donc, comment se dégrade ce désir primordial, qui est quelque part un désir légitime, besoin d'être compétent, de réussir à faire correctement ce que j'ai à faire. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça devient compulsif et ça se dégrade en, chez le 5, une spécialisation inutile. Ce besoin d'aller chercher énormément de livres en français, en anglais, et d'absorber une immense quantité de savoirs qui ne vont pas te servir à grand-chose, sinon à rédiger des témoignages qui sont intéressants, mais qui ne sont pas forcément du vécu. Donc, te donner l'impression que tu sais et que tu es compétent, c'est une illusion. Donc, spécialisation inutile, absorber tout ce que je peux savoir, tout ce que ce champ nouveau qui s'ouvre, j'ai besoin d'aller chercher tous les livres qui existent pour pouvoir être celui qui sait mieux ou plus que les autres. Et dans spécialisation inutile, il y a inutile. Et donc, que viennent cacher ce désir primordial et sa dégradation dans la spécialisation inutile? C'est la peur profonde d'être inutile, incapable, incompétent ou dépassé. C'est ça derrière. Si tu t'étais libéré de cette peur, ce besoin d'accumuler des connaissances et d'aller chercher tous les livres, il serait grandement apaisé, voire tu n'en aurais plus besoin. Parce que derrière cette peur d'être inutile ou incapable, incompétent ou dépassé, ce qui se cache, ça renvoie tout au neuf, la peur de la séparation. Et la séparation définitive, c'est la mort et surtout de l'annihilation, de devenir soi-même vide, d'être dissous dans ce vide. D'où l'évitement du type 5, le vide. Donc, tant qu'il y a ce besoin d'être compétent et de montrer à quel point j'ai tout compris, et à quel point je suis avancé, à quel point j'ai fait des grandes découvertes, j'ai pris des consciences de choses extraordinaires, on est encore dans le fait de compenser la peur originelle. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'en est qu'au début. Et c'est déjà pas mal. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le mécanisme de défense du type 5, face à tout ça, c'est isoler, cloisonner. S'isoler et cloisonner. Donc c'est pour ça que je t'invite à participer activement au monde extérieur. Ton évolution, elle ne se verra pas dans les prises de conscience, les vérités que tu vas découvrir. Ils se verront dans ta capacité à participer de plus en plus au monde extérieur, puisque ça va t'amener en évolution vers le 8. Et le 8, c'est un instinctif, et le 8, il jouit de la matière. Alors que le 5, il s'en protège, il s'isole et il cloisonne pour se protéger du monde extérieur et protéger son esprit et ses connaissances de ses émotions parasites et de ses sensations. Donc, le travail d'équilibre des centres et le travail qu'on fait ensemble, on ne peut pas forcément nommer, est extrêmement intéressant et important pour toi. Parce que ce cloisonnement va être décloisonné. Et une fois décloisonné, cette coupure avec le monde extérieur va s'apaiser si on travaille sur la peur originelle. Et le mouvement naturel sera un mouvement d'aller dans le monde. Ça ne viendra pas forcément d'une décision de toi-même, il faut que je le fasse. Ça va se faire spontanément. C'est pour ça qu'il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Chaque chose en son temps. Parce que, je rappelle, la maladie mentale associée au type 5, donc là, ce n'est pas ton cas, je ne parle pas de toi, mais ça indique quand même le 5, on l'appelle le schizoïde évitant. Donc double personnalité, une personnalité spirituelle qui vit plein de choses et qui comprend plein de choses, et puis dans le monde, complètement évitant, parce que j'ai toujours peur du monde. Ce que j'ai compris, je ne l'ai pas assimilé. Donc, tu as compris tellement de choses que je pense que tu n'as plus besoin d'accumuler de nouvelles connaissances ou de nouvelles compréhensions. Il faut
que celles que tu as déjà commencent à descendre et à s'assimiler. Et ça va se faire par les différentes pratiques qu'on met en place et par le fait de les mettre en place, ces pratiques, dans tes relations avec le monde extérieur. Donc là, ce que j'ai pointé ces derniers temps, ces derniers schémas, c'est vraiment pour le type 5, parce que les autres ont d'autres mécanismes de défense. Mais quoi qu'il en soit, les outils sont les mêmes. Simplement, ils doivent être adaptés selon les énéatypes et leurs sous-types, selon les individus. Et là, pour notre ami X, on est clairement dans la découverte d'un nouveau champ d'investigation dans lequel il manifeste toujours sa compulsion. Besoin de savoir, d'absorber et besoin de me protéger. Mais avec une prise de conscience que il doit aller vers le mouvement inverse. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas toutes ces découvertes, toutes ces impressions d'avoir fait des découvertes révolutionnaires et d'avoir eu des expériences inouïes qui vont transformer toute ma vie. Ça se passe là. Par contre, prendre conscience que je me coupe du monde et que j'ai besoin de pratiquer dans le monde, ça c'est une véritable prise de conscience qui est peut-être moins grandiloquente que les autres, mais beaucoup plus concrète, qui peut vraiment amener une transformation. Le reste, ça n'amènera aucune transformation. Ça reste au niveau du mental. C'est encore cloisonné. Cette prise de conscience que je dois me rendre disponible à ce que la vie me propose, c'est pas grandiloquent, mais c'est très difficile parce que je suis constitué de manière à faire absolument l'opposé, à faire l'inverse. Ça, ce sont des petites prises de conscience qui sont bien plus significatives pour moi que tout le reste. Le reste, il y a un énorme risque d'illusion, alors qu'ici, beaucoup moins. Eh bien, merci pour ton témoignage. C'est toujours intéressant, et puis de prendre le risque de se mettre à nu comme ça, d'autant plus que je ne fais pas forcément valoriser tout ce que tu dis, mais te mettre en garde lorsque je sens qu'il y a besoin de mettre en garde. Et là, il y a encore besoin de mettre en garde. Le nombre de fois où j'ai cru être arrivé quelque part parce que j'ai vécu une certaine expérience reconnue dans les traditions, dans des livres, comme un éveil intérieur. Et le travail qu'il y a eu à faire après, et parce que l'ego récupère même des expériences authentiques, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement compliqué. C'est pas si simple que ça. C'est pas en quelques semaines ou quelques mois qu'on va se débarrasser de ça. On croit se débarrasser alors qu'il a déjà récupéré, et c'est lui qui alimente cette impression que je suis beaucoup plus avancé qu'avant, beaucoup plus avancé que les autres. Donc merci pour ton témoignage, et puis on va se laisser là, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.